savoir un peu quel mot on met derrière tout cela. Moi, j'ai noté qu'on parle parfois, pour la nef ou pour d'autres, hein, d'ailleurs, de banque verte, banque éthique. On parle de finance à impact, de finance responsable, de banque alternative, de banque coopérative, de banque de la transition, de finance solidaire. Du coup, moi, je me pose la question, alors que je suis un peu dans le métier, de comment on peut s'y retrouver, hein, là-dedans. Moi, je trouve qu'il y a aujourd'hui beaucoup, beaucoup de mots pour définir tout plein de choses, mais il y a relativement peu d'actions, je pense, par rapport à l'enjeu que nous avons devant nous. Et je pense que l'opération Milliard est un très bon exemple d'une action très concrète à mener face à ces enjeux. Et voilà. Et donc, l'idée, c'est que je puisse vous dire un petit peu, en tout cas, quelle est notre vision d'une banque éthique, appuyée notamment, et j'ai vu que Marion, tu étais là, de FEBA, appuyée notamment sur la définition de la FEBA, qui est la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives, qui existe depuis un petit peu plus de 20 ans et qui permet de donner aussi un cadre pour savoir ce que c'est que la finance éthique et ce que c'est qu'une banque éthique. Et vous partagez effectivement un peu l'exemple de la nef que moi j'ai rejointe depuis 2005. Donc ça fait 20 ans cette année que j'y suis et du coup j'ai eu la chance d'être un temps chargé de crédit, un temps responsable d'une petite unité, un temps sur le réseau pro, un temps directeur commercial et depuis donc quelques années au directoire et maintenant directeur général, donc avec une approche, une vision du terrain et aussi de toutes les évolutions qu'il y a eu depuis ces 20 ans que je connais pas mal. Voilà, alors une banque éthique, ce qui me paraissait important, même si vous allez croire que peut-être j'enfonce des portes ouvertes, mais une banque éthique, c'est avant tout une banque. Et qu'est-ce que c'est qu'une banque? Institution financière qui collecte de l'épargne, c'est le point 1, qui accorde des crédits et qui met en place des crédits et qui met à la disposition des clients des moyens de paiement. C'est important de se redire ça parce que, notamment parmi les différents mots que j'ai employés en intro sur le côté éthique, impact, responsable, environnemental, tout ça, on peut craindre parfois un petit peu de greenwashing ou de choses qui sont dites mais pas toujours effectivement avérées. Et avant d'avoir une action de banque éthique, il faut vraiment être une banque. Et donc, par exemple, si vous êtes un établissement, et donc c'est pas une critique envers ces établissements, c'est juste un fait, hein. Si vous êtes un établissement qui proposait, par exemple, un moyen de paiement, mais qui ne maîtrise pas du tout l'argent qui arrive, l'argent qui part, et donc le circuit de l'argent dans l'économie, ce côté collecte d'épargne et crédit qui en est fait, eh ben, vous n'êtes pas une banque. Et donc, si vous n'êtes pas une banque, vous ne pouvez pas vous targuer d'être dans la transition ou dans la transformation ou l'accompagnement de la transformation de la société. Ça me paraissait important de faire ce point-là, car on est aujourd'hui, on parle beaucoup de banques vertes ou de néo-banques vertes ou de choses comme ça, et qui en fait ont une action tout à fait intéressante et louable, c'est pas le sujet, mais ne croyons pas, parce qu'elles ne sont pas des banques, ne croyons pas qu'elles peuvent utiliser l'argent qui leur est confié pour aller le placer différemment dans l'économie, et c'est vraiment ce qu'on attend d'une banque éthique. Pour nous, pour la nef, et du coup, je m'appuie, comme je le disais, sur la définition de la Fédération européenne des banques éthiques et alternatives. Il y a 4 piliers vraiment importants, essentiels, qui peuvent nous permettre de définir une banque éthique. Et c'est avant tout un circuit court de l'argent. Le circuit court de l'argent, ça veut dire une absence de spéculation, c'est-à-dire que l'argent, si je vous présente, et je ne vais pas le faire ce soir, je vous rassure, mais si je vous présentais le bilan de la nef, même en tant que non financier, vous le comprendriez en à peu près 2 minutes. Parce que d'un côté, il y a du passif, c'est le capital qu'on collecte auprès des sociétaires, l'épargne qu'on collecte, et de l'autre côté, il y a l'actif, c'est les crédits qu'on fait à nos clients, et en attendant que ces crédits soient faits, de la trésorerie qu'on est obligé de conserver. Quand vous avez vu ce bilan, vous l'avez compris en 1 minute, et pourtant on vous explique que les banques, c'est un peu opaque, un peu compliqué, un peu tout ça. Si vous êtes dans un circuit court de l'argent avec de l'intermédiation bancaire, qu'on appelle ça, c'est-à-dire la transformation de l'épargne en crédit, finalement, c'est assez simple. Et le fait de ne pas passer par la case spéculation sur les marchés financiers est un des gages de réussite des banques éthiques. Et c'est ce qui fait notamment,
je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus, mais que pendant la crise financière de 2008, ce sont bien les banques éthiques qui ont le mieux résisté, puisqu'elles savaient ce qu'il y avait dans leur bilan et qu'elles savaient ce qu'elles n'avaient pas fait comme action qui pouvait être répréhensible. Ensuite, ce qui va avec ce pilier-là, c'est évidemment la question de la transparence, et elle n'est possible que quand vous êtes en circuit court, justement. C'est parce que vous savez parfaitement d'où vient l'argent et où est-ce qu'il va. Et cette transparence dans l'utilisation des fonds, elle est essentielle pour définir ce que c'est une banque éthique, puisque c'est le gage que l'on donne aux clients, aux sociétaires, aux partenaires qui sont auprès de nous, pour s'assurer que ce qui est dit, ce ne sont pas que des mots, je reprends mes mots du début de l'intervention, mais bien que c'est concrètement réalisé. Et donc, chaque année, vous le verrez, il y a une diapo juste après, chaque année, on publie la liste intégrale des crédits qui ont été faits pendant l'année. Vous avez aussi une carto sur le site internet où vous pouvez aller jouer votre rôle de consommateur, on peut dire ça comme ça, en allant voir les projets qui ont été faits. Et c'est une façon aussi pour nous d'assumer le fait que si un sociétaire nous dit, ben moi, en tant que sociétaire de notre coopérative, j'ai du mal à comprendre pourquoi vous avez fait tel ou tel projet, il faut qu'on soit en mesure de lui dire pourquoi on l'a fait. Donc ça, c'est un élément qui est très important, puisqu'avec la transparence vient du coup la responsabilité de la banque sur l'utilisation de ces fonds et évidemment l'orientation de ceux-ci vers des projets qui sont plus vertueux pour la planète. Un troisième pilier très important, c'est le principe démocratique et la vie coopérative. Il existe aujourd'hui en France beaucoup de banques coopératives qui sont des gros établissements. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est beaucoup plus difficile de faire vivre cette démocratie, cette vie coopérative, plus l'établissement est important. Et c'est vrai qu'au niveau de la nef, on a souhaité, depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, et notamment sur les dernières années, là, faire en sorte que notre croissance de l'activité, notre croissance de la clientèle, du sociétariat, du capital, des crédits, s'accompagne d'une croissance également, d'une amélioration des principes de vie coopérative. Et je reprendrai un ou deux exemples après. Et enfin, le dernier point, c'est celui que j'ai un petit peu abordé tout à l'heure, c'est que si vous voulez vraiment transformer les choses, il faut que l'argent que vous confient les épargnants, les sociétaires, les clients, il faut que vous le placiez, l'investissiez, le prêtiez au bon endroit. Et c'est pour ça que la nef, depuis sa création, a une exclusivité dans les financements, c'est-à-dire qu'elle ne finance que des projets dont elle estime qu'elle en perçoit une plus-value sociale, culturelle ou environnementale. C'est une grande différence avec ce que vous pouvez entendre beaucoup des banques, on va dire classiques, qui vous disent qu'elles font des énergies renouvelables ou qu'elles financent un peu le bio par-ci par-là ou des choses comme ça. Évidemment, et c'est très bien que ce soit fait, mais c'est plutôt 95 ou 97% de leur activité qui reste une activité classique et quelques activités par-ci par-là qui sont un petit peu plus vertueuses. Ou bien on se dit, bah oui, on exclut maintenant les énergies fossiles ou des choses comme ça. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que quand vous fondez en tant que banque éthique, eh bien, dans les fondements, il y a le fait que de toute façon, vous ne ferez que ce type de projet à plus-value sociale, culturelle ou environnementale. Voilà, pour brosser un petit peu ce que nous on définit comme la banque éthique. Et je peux, si vous voulez maintenant, rentrer un petit peu plus dans l'exemple de la BEF. Donc moi, j'y étais pas depuis la création, ça ne fait que 20 ans que j'y suis, mais donc ça existe depuis 1988. Une finance saine, transparente, financer des projets à plus-value, c'est ce que je veux dire. La transparence, ça c'est pareil, c'est ce que j'évoquais juste avant. Là, vous avez peut-être les 15 ou 17 les dernières listes de financement que nous mettons à disposition évidemment aussi en PDF, mais que nous envoyons sur demande à nos clients ou à nos sociétaires. Et quand vous feuilletez ces pages, vous avez 10, 20, 30, 40 pages de porteurs de projets à qui on a prêté. Vous avez le montant qui a été prêté, le nom du porteur de projet, le nom commercial de l'entreprise et pourquoi on a fait le prêt. C'est ça qui nous paraît être vraiment essentiel, c'est que vous puissiez savoir en tant qu'épargnant clairement que votre argent a servi à ça et pas à autre chose. Et c'est vrai que nous sommes le seul établissement aujourd'hui à faire cela. Bon, on n'a pas encore les chiffres de 2024 et je ne vais pas trop vous saouler avec ces chiffres, mais quelques éléments un peu de contexte. On a un petit peu plus de 87 000 clients aujourd'hui, dont une grosse moitié sont aussi des sociétaires de notre coopérative, donc ils sont les propriétaires
de la nef. C'est eux qui détiennent les 64 millions d'euros de capital que détenait la coopérative il y a un an. Et vous le voyez, à peu près 1 milliard d'épargne et un petit peu plus de 800 millions d'euros de crédit. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, notre épargne sert exclusivement à être engagée dans des projets qui font sens pour l'économie. Et le reste, c'est évidemment de la trésorerie qu'on est obligé de conserver, puisque un épargnant peut retirer son argent du jour au lendemain. Il faut qu'on ait des matelas de sécurité. Un petit focus sur ce qu'on avait fait l'an dernier, sachant qu'on en est à presque 10 000 projets aujourd'hui qui ont été financés, mais c'est pour vous donner aussi une petite idée de finalement une banque éthique, elle finance quoi? Nous, depuis que nous sommes créés, donc depuis le début des années 80, la filière biologique, par exemple, a toujours été financée. On s'est créé quasiment en même temps que le réseau Biocoop. Et donc, quand le réseau Biocoop avait quelques magasins, des associations de consommateurs qui se mettaient entre eux, la nef était toute petite et maintenant Biocoop a, je ne sais plus, 750 ou 800 points de vente, là où la nef a aussi grandi. Et donc, voilà, c'est typiquement des exemples de projets qu'on a accompagnés, nous, depuis, de réseaux qu'on a accompagnés depuis le début. Et donc, la filière bio est vraiment un des axes très forts. Et c'est pareil, au début des années 2000, c'était plutôt l'avènement des énergies renouvelables. Et donc, on s'est beaucoup impliqué là-dedans. Et voilà, et vous avez aussi évidemment tout plein de projets dans le social, dans le médico-social, l'insertion, l'économie circulaire, le commerce équitable. Alors d'abord, c'était surtout nord-sud et aujourd'hui, il y a aussi ce qu'on appelle un peu le commerce équitable nord-nord. Voilà, et des projets évidemment culturels qui sont toujours un petit peu plus difficiles à financer car le modèle économique d'un projet culturel est pas forcément aussi évident qu'un autre type de projet, plutôt dans l'environnement ou dans le social. Voilà, donc en nombre, ça fait moins de projets, mais c'est souvent les projets les plus sympathiques quand vous financez une compagnie de théâtre ou que vous réhabilitez un vieux cinéma d'art et d'essai, c'est quand même assez génial. Alors on a calculé comme tout le monde notre intensité carbone. C'était pas vraiment un souhait de notre part. C'était plutôt que toutes les ONG qui s'occupent de finances et de climat, comme Oxfam ou les Amis de la Terre ou des autres comme ça, nous ont toujours classés en tant que banque la plus verte. Et un jour, il y a donc quelques années, ils nous ont dit on peut plus vous classer parce qu'on peut difficilement vous comparer aux autres parce que maintenant tout le monde fait son bilan carbone. Donc nous avons nous aussi dépensé quelques dizaines de milliers d'euros pour faire notre bilan carbone qui donc, comme on l'a vu, comme vous le voyez là à l'écran, a montré que la nef était la banque avec le moins d'intensité carbone par million d'euros investis. Mais pour nous, c'est un des marqueurs, mais c'est pas du tout le marqueur qui veut dire qu'une banque est verte ou qu'une banque est éthique. Ça parle juste de l'intensité carbone, mais il faut aussi se poser beaucoup d'autres questions sur les externalités sociales et sociétales des projets qu'on finance, qui évidemment ne sont pas pris en compte dans ce chiffre-là. Voilà, mais c'est un chiffre qui parle quand même aux gens parce que effectivement, ça permet de se comparer et on voit que à l'époque, ça c'était quoi, il y a 2 ans, je crois, ou 2 ans et demi, c'était le quart de la moyenne des banques françaises. Quoi. Les banques françaises étaient 4 fois plus émettrices en moyenne que la nef. Un petit focus, un petit point sur la vie coopérative. Qu'est-ce que ça veut dire avoir une vie coopérative dynamique? C'est vrai que ça peut être parfois des mots un petit peu balancés comme ça. Peut-être 2 exemples très concrets pour vous montrer ce que, et puis ça peut peut-être aussi nous faire écho avec ce qu'on veut faire dans l'opération Milliard dans le futur. En 2023 et en 2024, on a co-construit des résolutions avec les sociétaires. Il y a des résolutions qui sont formelles, c'est le directoire ou le conseil de surveillance qui les décide, mais ce qu'on voulait, c'était que les grandes résolutions d'orientation puissent être partagées et co-construites avec les sociétaires. En 2023, c'était suite à des résurgences de vieilles attaques sur le passé de la nef et le côté sectaire de la nef, qui a été évidemment depuis balayé, enfin je ne sais pas comment le dire autrement, c'était il y a déjà plus de 25 ans, il y avait eu en plus, il avait été prouvé qu'il ne s'était rien passé de répréhensible. Mais malgré tout, quand la nef recommence à communiquer fortement, comme en 2022, par exemple, quand on a lancé le Big Bang pour se transformer, devenir autonome et tout ça, il y a eu des résurgences, des choses comme ça. Et donc, on a demandé aux sociétaires de dire, là, il faut qu'on travaille ensemble, tous ensemble, sur une résolution qui montre
l'indépendance de la nef vis-à-vis de tout ce qu'on lui prête d'intention, d'influence, de choses comme ça. Et on a fait travailler quand même presque 2000 sociétaires en 2023 avec un schéma bien ficelé. Et à la fin, il y en avait 25 tirés au sort pour travailler à la résolution en tant que telle, qui a montré l'indépendance philosophique, spirituelle, cultuelle de la nef. Et donc, voilà, ça, c'est une résolution qui était très forte et qui surtout était portée par les sociétaires et avec les sociétaires et qui montre justement ce côté de l'interaction qu'il doit y avoir et qu'il peut y avoir entre les sociétaires de la coopérative. Et l'an dernier, rebelote, alors il y avait un petit peu moins de sociétaires qui ont participé, je crois que c'était à peu près 1000, c'était sur le partage de la valeur. Et là, c'était assez intéressant parce que on leur a dit, bah, depuis plusieurs années, la nef, elle a fait pas mal de pertes, mais depuis 2 ans, elle recommence à gagner de l'argent. En 2024, elle va encore gagner de l'argent. Et donc, va se poser la question du bénéfice, de qu'est-ce qu'on fait du bénéfice. Et donc, on a dit aux sociétaires, bah, c'est à vous de travailler avec nous pour savoir ce que vous voulez en faire. C'est aussi votre argent. Et ce qui a été assez génial, c'est que la résolution qui a donc été co-construite avec les sociétaires, et ce qu'ils nous ont dit, c'est on veut d'abord que vous renforciez la structure, que vous payiez bien les salariés, que vous n'hésitiez pas à dépenser de l'argent en communication, en vie coopérative et tout ça pour faire connaître la nef. Ça, c'était le premier point. Ensuite, on veut que vous renforciez les fonds propres de la coopérative parce qu'ils ont bien compris que plus la nef a des fonds propres, donc du capital, des réserves, plus elle est capable de prêter, puisqu'il faut du capital pour pouvoir faire des crédits. Donc, on veut que vous renforciez votre projet. Et s'il reste des sous, on veut bien quelques dividendes pour nos parts. Voilà. Mais donc, les sociétaires ont décidé par eux-mêmes qu'ils voulaient avant tout que cet argent serve à la stabilité de la structure et à la pérennité de la structure. Voilà. Donc ça, c'est des orientations qui nous permettent à nous ensuite au directoire de prendre des décisions sur la base de ces orientations que nous ont données les sociétaires. Donc c'est ça qu'on appelle vraiment cette vie coopérative. Et ce n'est pas seulement des dynamiques locales, même s'il y en a beaucoup, des groupes locaux de sociétaires, comme je crois il y a aussi dans l'opération Milliard, mais il y a aussi le fait à un moment de tout ramasser et d'en faire quelque chose aussi au niveau national et au niveau de nos statuts et au niveau de nos grandes décisions. Et ça nous paraît très important. Un point aussi qui nous semble être essentiel, parce que c'est ce qui définit aussi, en tout cas, une banque éthique, c'est qu'on est agréé ESU, donc entreprise solidaire d'utilité sociale. Avant que ce terme existe, c'était juste l'agrément d'entreprise solidaire qui existait. Et donc, la nef est la seule banque ESUS et un des seuls établissements financiers qui l'est. C'est pas très compliqué d'être la seule banque ESUS parce que de toute façon, vous le voyez, parmi les critères, il y a les écarts de rémunération. Et donc, dans les banques classiques, vous ne pouvez pas avoir des critères de rémunération de 1 à 7 entre le plus bas et le plus haut salaire, sachant que nous, à la nef, on est plutôt entre 1 à 4, entre 1 à 4 et 1 à 5, ça dépend. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous et qui fait partie, évidemment, de la cohérence. Quand on prône des valeurs à l'extérieur, c'est évidemment aussi très important de les vivre en interne. Et donc, il y a évidemment ce côté d'utilité sociale comme objectif principal. Ensuite, peut-être un petit point sur notre différenciation, parce que c'est ça qui est important pour la nef et pour les banques, c'est comment être une banque de la transition juste. Et ben, pour nous, une des réponses, c'est aussi en étant avec une approche au territoire un petit peu différente, une approche commerciale un petit peu différente. Et vous voyez là, la carte finalement de nos implantations. Alors, ce ne sont pas des agences. On n'a pas d'agence, on n'a jamais eu de réseau d'agence. On a notre siège qui est près de Lyon, là où je suis ce soir, un bureau un peu plus grand qui est à Paris, et ensuite, ce sont des implantations de ce qu'on appelle des banquiers itinérants. Et les banquiers itinérants, ils ont une petite surface, un petit territoire où vraiment ils s'activent beaucoup, ils bougent beaucoup, et une partie un peu plus grise, on va dire ça comme ça, où ils sont présents plutôt que sur demande. On est aujourd'hui que 25 commerciaux sur le territoire, donc évidemment, c'est pas facile de tout mailler. Mais il y a vraiment cette attention, c'est que nos banquiers itinérants, ils sont tous hébergés dans des maisons d'économie sociale et solidaire ou chez un partenaire de l'ESS ou des choses comme ça. Et son objectif au banquier ou à la banquière itinérante, c'est de sortir, d'être en dehors de son bureau et d'aller rencontrer les porteurs de projets sur le lieu de leur projet, rencontrer les partenaires, rencontrer les sociétaires. Et c'est vraiment un gage de réussite pour la nef. Je peux prendre juste un chiffre comme ça. On a, depuis moi 20 ans que j'y suis, chaque année, 50% des projets qu'on finance, c'est de la création d'entreprises.
Comme vous le savez, la création d'entreprise, c'est le moment le plus risqué. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne passent pas le cap des 1 an, puis des 3 ans, puis des 5 ans. Et à la nef, on a un taux de viabilisation de vie de ces entreprises qui est bien supérieur à la moyenne, alors qu'on en finance beaucoup, mais parce que justement, nos banquiers itinérants, ils sont proches du territoire, ils vont chez les prospects ou chez les clients, ils vont savoir si les partenaires ont entendu parler de tel ou tel projet. Et c'est que c'est une vraie différence plutôt que d'aller avec le côté un peu plus froid de l'agence bancaire où on vient quémander un peu quelque chose à son banquier. Et du coup, toujours sur cette carte, j'ai mis quelques notions clés qui nous semblent vraiment importantes. Quand on parle d'ancrage territorial, ça veut dire, et ça va avec l'élément d'en dessous, l'acceptation d'une forme de subjectivité, c'est qu'on est assez, on assume, et c'est pour ça aussi que je vous disais que la transparence et la liste des financements, c'est quelque chose de très important pour nous. On assume le fait que sur certains territoires, certains projets doivent être financés par la nef. Le même projet à 500 km sur un autre territoire ne devra pas être financé par la nef parce que ce n'est pas la même dynamique locale, ce n'est pas la même dynamique d'emploi, ce n'est pas les mêmes préoccupations, ce n'est pas le même porteur ou la même porteuse de projet. Et donc, on assume le fait que cet ancrage territorial est aussi une forme de mini-nef dans son territoire et donc avec une possible subjectivité. Moi, je dis toujours que tant que je suis à la nef et tant que je suis un petit peu aux manettes, il n'y aura pas de scoring. C'est-à-dire qu'on fait les choses sans scoring. C'est-à-dire que quand on hésite sur un projet, ben, on va rencontrer potentiellement un sociétaire un peu plus actif, un bénévole près de chez nous, dire est-ce que tu connais ce projet-là? Est-ce que ça te paraît être un emplacement de qualité? Est-ce que tu connais un peu les porteurs de projets? On va discuter avec d'autres banquiers itinérants qui vont nous donner leur avis et peut-être un retour d'expérience. Et sur cette base-là, on va prendre une décision qui sera peut-être la bonne, peut-être pas la bonne, mais de dire oui ou non à un projet. Je vais nuancer maintenant ce que je viens de dire, même si tout ce que je viens de dire est très vrai, mais on a un tel lien aux partenaires qu'en fait, ce que j'évoque là, c'est peut-être pour 10 ou 20% des projets qu'on fait. Le reste, la plupart des projets qui nous viennent vraiment par un lien partenarial, par de la prescription. Quand vous êtes, par exemple, nous, on est très fiers d'avoir cofondé et de faire partie du mouvement des licornes avec deux O. Bah, quand vous avez comme copains, hein, je veux dire ça comme ça, Télécop, Nobicop, Enercop, Biocop et tout ça, bah, quand ils viennent vous amener un dossier en disant bah, tiens, j'ai un porteur de projet qui vient monter son magasin bio ou qui veut vendre des Fairphone, des choses comme ça, bah forcément, c'est un peu plus simple à savoir la qualité éthique du projet. Après, on va quand même regarder le côté financier, évidemment, et le côté risque, mais il y a beaucoup de prescriptions et beaucoup de liens partenariaux. Et c'est vrai que c'est important pour nous, je le redis là, c'est que la nef, en tant que banque éthique, est vraiment un outil au service de ceux qui font des choses. Et donc, quand, par exemple, la réponse n'est pas forcément financière ou par du prêt ou des choses comme ça, bah, la nef, dans ce cas, elle fait plutôt un pas de côté et elle aide à créer d'autres solutions. C'est comme ça qu'on a créé avec nos amis de l'association Terre de Liens, on a créé la foncière Terre de Liens quand il s'est agi de dire, bah, là, il faut on avance sur le sujet du foncier. Ça ne pouvait pas être juste des crédits nefs qui allaient répondre à cette question, donc on a co-créé la foncière avec des acteurs des énergies renouvelables. À un moment, on a co-créé Enercop en se disant, mais là, il faut qu'il y ait un acteur alternatif de l'énergie. Avec Enercop, ensuite, on a créé Énergie partagée parce qu'il fallait un outil financier qui soit capable d'apporter des fonds propres aux projets d'énergie renouvelable citoyenne. Voilà, c'est important d'avancer avec les partenaires parce que c'est avec eux qu'on construit. Et donc la nef est vraiment cet outil un peu au centre parce qu'il y a le côté financier, tout passe par les flux d'argent, mais par contre, elle se met vraiment au service de ceux qui font et qui ont envie d'entreprendre autrement. Voilà. Et ce sujet de la transparence que j'ai évoqué comme notion clé, mais ça, je l'ai déjà décrit tout à l'heure. Bon, je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. Vous avez une synthèse de l'offre nef. Alors, on a pour coutume de dire qu'on a une offre très sobre. C'est une façon très positive de dire qu'on n'a pas beaucoup de produits. Mais en même temps, alors, une fois qu'on aura le compte courant pour les particuliers, hein, parce que je sais que ça va être une question que vous allez poser, donc je me permets de la devancer. Une fois qu'on aura le compte courant pour les particuliers, on pourra se dire que si vous pouvez avoir votre compte à la nef, que vous pouvez avoir un compte à terme ou un livret si vous voulez épargner, que vous voulez prendre des parts en tant que sociétaire si vous le souhaitez, que vous pouvez faire un crédit à la conso ou un crédit IMO,
Tout ça en tant que particulier. Ensuite, en tant que pro, vous pouvez avoir aussi un compte courant, un livret, un compte à terme et tout type de crédit pour aider votre entreprise ou votre association. Ben, on pense que vous avez quand même une large part de ce dont a vraiment besoin un être humain, qu'il soit particulier ou professionnel. Après, évidemment, il faudra qu'on y ajoute d'autres produits et services, mais on estime que cette offre sobre est aussi un marqueur d'une banque éthique. On n'est pas prêt de vendre des systèmes d'alarme, quoi. Voilà. Euh, Peut-être pour aller vers la fin de la présentation, il y a les 2, 3 dernières diapos. Notre actualité très très forte, c'est le sujet de l'autonomie, c'est-à-dire que la Nef a pendant 35 ans été un établissement qui se dit associé, adossé, on va dire ça comme ça, adossé au Crédit Coopératif, qui lui-même est devenu une banque populaire, donc est adossé à BPCE. Et donc, nous étions une coopérative, nous étions une entité propre, mais par contre, nous avions quand même certains comptes à rendre à ce groupe BPCE et nous avons demandé aux autorités de contrôle prudentiel de pouvoir être autonomes, d'être enfin complètement indépendants et autonomes. Ça a mis 5 ans, parce que c'est dans le genre, avoir une petite banque en France, c'est vraiment pas la mode. On est quand même dans une logique de concentration bancaire très forte avec 6 grands groupes bancaires qui régissent une grande partie du marché. Et en plus, si vous êtes une banque éthique, donc un peu différente, ça marque pas une case plus dans votre dossier. Mais néanmoins, on a prouvé qu'on avait des fondamentaux assez solides et que on méritait, on avait vraiment quelque chose devant nous là, de grand à faire et que c'était risqué, forcément, tout projet est risqué, mais qu'on avait montré qu'on avait des fondamentaux solides. Et donc, depuis août, enfin, on a annoncé ça en septembre 2024, depuis septembre, on a obtenu officiellement notre autonomie. Donc, on est une banque, déjà on peut s'appeler banque, avant on n'avait pas le droit d'utiliser le terme banque, et tout à fait indépendante. Et évidemment, ça nous permet, je ne vais pas rentrer dans le détail des bisbilles politiques ou machin, mais ça nous permet de ressortir un peu des placards des projets qu'on avait envie de mener depuis longtemps et qu'on ne pouvait pas mener. Et donc, quelques exemples que j'ai notés là, hein, mais on a un compte pour les professionnels et il n'y a pas de carte bancaire qui est associée. Donc, c'est un peu pénible quand on n'a pas de moyen de paiement. Donc là, on est en train de lancer la carte bancaire qui va aller simplement de recompte. Un compte de paiement pour les particuliers, ça fait 30 ans que certains sociétaires nous demandent d'avoir leur compte Nef et donc là on est très concrètement en train de travailler dessus. J'ai pas d'annonce sur la date précise, hein, mais on est très concrètement en train de travailler dessus et donc on souhaite proposer quelque chose dans les mois qui viennent. Mais c'est aussi, je prenais d'autres exemples un peu moins directement sur les produits, mais on est très souvent sollicité, quand je vous disais que la Nef est un peu un outil au centre des besoins sociétaux, on est très souvent sollicité par des groupes d'habitat groupé ou d'habitat inclusif ou des projets de rénovation énergétique et où ils disent ben, j'ai pas toujours la bonne réponse de ma banque. Ben voilà, ça c'est quelque chose, ça fait 1 an qu'on travaille dessus et on va sortir là dans les semaines qui viennent des solutions, en tout cas essayer de sortir des solutions pour aider à ces projets un peu alternatifs d'habitat. Et je vous parlais tout à l'heure de la carte de France où on voyait beaucoup de zones plus claires qui sont aujourd'hui pas couvertes. Et ben, un des objectifs très clairs, c'est de dire la Nef doit vraiment avoir une vocation nationale. Et donc, l'idée est qu'il n'y ait plus de zones un peu cette diagonale du vide là, avec des zones qui ne sont pas couvertes. Notre objectif dans les mois et les années qui viennent, là, c'est d'avoir un maillage territorial vraiment totalement national. Et ensuite, c'est ce que je disais, c'est que on peut, là, c'est les projets qu'on a en cours et dont on sait qu'on va devoir les sortir. Mais ce qui est très important pour nous aussi, c'est de dire officiellement, on ne sait pas ce qu'on fera dans 3 ans ou dans 5 ans. Parce que ce qui compte, c'est ce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les citoyens engagés, voudront que soit leur banque. Et c'est ça qui va aussi, c'est notre écoute, c'est toutes ces antennes qu'on a avec tous nos sociétaires, tous nos clients, tous nos partenaires. C'est cette écoute-là qui doit nous permettre aussi de construire nos projets du futur. Voilà, et j'en finis, j'espère que je suis dans les temps, Pierre. J'en finis avec peut-être le lien avec l'opération Milliard. Nous, on est hyper fiers d'avoir participé, d'avoir contribué au début en disant qu'on soutenait l'opération et aujourd'hui d'y être au conseil d'administration. Ce qu'on voit, nous, c'est que
Nous, on a mis 35 ans à ce que notre bilan fasse 1 milliard d'euros. Et donc 1 milliard pour la transition juste, la nef, c'est ce qu'elle fait, mais elle a mis 35 ans à le faire. Et donc on serait très fiers de pouvoir aider cette opération qui se lance, avec en plus un mouvement citoyen d'envergure, je trouve, à ce que ce milliard, l'opération ne mette pas 35 ans, mais plutôt quelques mois à l'obtenir. Et une fois qu'elle aura obtenu ça ou ses promesses, ce qui est très important, c'est que les fonds qui vont être investis dans l'opération milliard, ils vont de toute façon avoir besoin de pendants. Et ces pendants, ce sont des banques. Il va bien falloir que quand l'opération milliard met un pour une asso, qu'il y ait peut-être aussi une banque qui mette un en complément en dette, comme on dit, pour compléter un financement. Il va falloir aussi sûrement un petit peu de fléchage des projets, d'expertise sur certains projets. Et voilà, et ça, c'est des choses que nous, en tant que banque éthique, on espère proposer et dont on espère aussi bénéficier, parce que l'intérêt d'une banque éthique, c'est que pour prêter, par exemple, 100, pour prêter 100 millions, il faut qu'on ait 10 millions de capital. Donc, on pourrait se dire, si à un moment l'opération milliard arrive à lever des fonds et met 10 millions dans la nef, je prends ce chiffre comme ça, hein, et ben la nef peut dire à l'opération milliard, OK, avec ça, nous, on va faire 100 millions de crédits sociaux, culturels et environnementaux dans l'année qui vient, par exemple, des choses comme ça. Donc voilà, il y a vraiment plusieurs liens qui sont possibles. Et en tout cas, nous, on croit beaucoup à ce projet et on croit beaucoup à la cohérence qu'il y a entre ce futur, finalement, outil financier et les autres outils financiers, notamment de banque éthique qui existent. Et voilà, je voulais juste finir peut-être sur le côté comment accélérer la transition, comment aller plus loin, comment essayer vraiment de faire vraiment que ça fasse sens tout ça. Je vais commencer peut-être par le côté négatif. C'est que moi j'ai un petit peu de mal aujourd'hui à croire dans le fait que les évolutions substantielles pourraient partir du politique. Nous, on y a cru un peu, on essaye de rencontrer des politiques, ça ne nous empêchera jamais de le faire, hein, ce n'est pas le problème. Mais tant que les banques, et notamment les banques françaises, elles sont solides financièrement, elles illustrent la puissance française, tout ça, il n'y a aucune raison que les choses changent, et notamment avec quelques petits acteurs qui arriveraient. Donc sur le politique, on a du mal à croire que l'impulsion pourrait venir de là. Euh, Moi, j'ai un petit peu de mal à croire aussi à des évolutions substantielles qui partiraient des banques et des financiers eux-mêmes. Euh, c'est pareil, on met de plus en plus de règles, de choses comme ça pour que la finance soit un peu plus décarbonée, des choses comme ça. Ne nous leurrons pas, il y a un court-termisme qui est tellement à l'œuvre, qui est tellement la norme, et il y a des profits qui sont substantiels chez ces acteurs-là. Il y a une position un petit peu oligopolistique, hein, je vous le disais, il y a 6 grands groupes bancaires, ils font plus ou moins la pluie et le beau temps. Et donc le côté un peu business as usual, je veux dire, c'est comme ça, quoi. Il y a peu de chances que ça bouge venant d'eux. Et donc j'en arrive à la troisième possibilité, qui est la seule selon moi, et donc j'espère que vous me suivrez là-dessus, parce qu'on a besoin d'être ensemble. C'est il reste que nous, en fait, finalement, il reste les citoyens qui sommes détenteurs des 6 000 milliards d'euros qui sont d'épargne en France aujourd'hui. Ça oscille entre 5 500 6 500 milliards. En gros, les 6 000 milliards d'euros, ils ne sont pas détenus par les banques ou par la nef ou quoi, ils sont détenus par vous. C'est vous qui les avez et qui les placez quelque part. Et donc, ce stock, si nous, on agit de façon responsable, si on mobilise cette épargne pour des causes justes, alors les banques et les politiques, ceux que je me nommais avant qui ne voulaient pas forcément suivre, ils vont devoir suivre. Je prends souvent cet exemple, je veux dire, si vous voulez qu'un resto soit végétarien et que chaque jour vous passez devant en disant mais tant qu'il y a de la viande, je viens plus, tant qu'il y a de la viande, je viens plus, et que le mec a plus de clients, au bout d'un moment, il va peut-être faire une offre végé. Voilà. Il y a un moment, il va falloir aussi, à mon avis, contraindre un petit peu les banques et les établissements bancaires à bouger comme ça. Alors c'est sûr que si on dit la nef pèse 1 milliard, l'opération milliard prévoit d'en lever un, peut-être deux, bon, ça fait deux ou trois, donc par rapport à 6 000, ça peut paraître une goutte d'eau, et dans les faits, ça l'est. Mais ce qui est important de ne pas négliger, c'est ces initiatives qui doivent servir plutôt d'exemple. Et dans ce cas-là, si ça sert d'exemple, le pouvoir de transformation, selon moi, il est énorme. Donc je nous propose collectivement de rien lâcher,
parce que je pense que, et il faut créer d'autres banques éthiques en France, ça c'est clair, mais il faut aussi que par notre action, on fasse bouger les banques traditionnelles de façon à ce qu'elles n'aient d'autre choix que d'aborder leur métier de façon un peu éthique, de façon un peu plus avec une vision de long terme, parce qu'il n'y a que ça qui pourra finalement permettre le financement d'une société plus juste et plus écologique. Voilà ce que je voulais partager. Merci Merci beaucoup, de votre Yvan. attention. Merci beaucoup, c'était très intéressant. On va pouvoir passer à la partie questions des adhérents du milliard. On en a une douzaine. Je vais essayer d'en regrouper certaines. On va commencer avec celle de Brice qui demande: connaissez-vous des acteurs comme Lita.co? Qu'en pensez-vous? Travaillez-vous avec eux? Et je vais la jumeler avec celle de Caroline qui demande ce que vous pensez du développement de Gringot. Voilà. Eh bien, Lita.co, on travaille avec eux, oui, tout à fait. Euh, Ce n'est pas nos partenaires principaux, mais ils ont l'avantage d'avoir le volet plutôt investissement, là où nous, on est plutôt sur le volet prêt. Et il y a un côté un peu plus euh, start-up où c'est plutôt de l'innovation techno que de l'innovation sociale que nous, on ne financera pas forcément, mais il y a des choses sur lesquelles on se retrouve. Donc oui, oui, on discute avec eux et on fait des projets en commun. Et concernant Gringot, je n'ai pas beaucoup d'autres avis que celui que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, je trouve, c'est l'initiative qui pousse à se poser la question de où va son argent et qu'on doit avoir des banques vertes en France et des banques éthiques. Et la limite de l'exercice, c'est ce que je disais au tout début, c'est que ce n'est pas une banque et que donc il me semble que les promesses qui sont formulées quand vous ouvrez un compte et que vous avez votre carte Gringot sont, à mon avis, un petit peu démesurées par rapport à la réalité de l'action concrète. Très bien, merci beaucoup. Question de Régine. La nef est-elle aujourd'hui totalement indépendante du Crédit Coop? Merci, on en a déjà parlé, mais si tu pouvais répondre aussi, s'il te plaît, Yvan. Oui, oui, totalement indépendante. Ça fait que quelques mois, mais on peut se dire que maintenant, tout ce qu'on fera de bien ou de pas bien, ce sera vraiment que de notre responsabilité. Donc oui, oui, totalement indépendante, sachant que peut-être juste, je le précise, c'est officiel depuis quelques mois, mais ça faisait quand même maintenant, je crois, 4 ans ou 5 ans qu'il n'y avait plus un euro du crédit coopératif dans le bilan de la nef, qu'il n'y avait pas de partenariat commercial, qu'il n'y avait en gros plus de lien, si ce n'est ce qu'on appelle de l'audit. Donc le crédit coopératif continuait à auditer la nef, mais il n'y avait plus d'autres liens. Mais donc aujourd'hui, complètement indépendant. Oui. Merci beaucoup. Donc, question de Julien. En dehors de sa pure activité de banque, prêt, crédit, etc., la nef a-t-elle ou compte-t-elle avoir une activité, entre guillemets, philanthropique, dont mécénat de compétences, à des projets? Euh, alors c'est une très bonne question. Pour le coup, je ne l'ai pas détaillé tout à l'heure, mais quand je vous disais qu'en 2024, on a fait voter, fait travailler et fait voter les sociétaires sur une résolution sur le partage de la valeur, nous, on avait mis un peu en avant ce côté philanthropique en disant bah, on pourrait utiliser une partie de notre bénéfice pour aussi travailler sur du don, sur des choses comme ça. Et ça n'a pas été plus que ça plébiscité. Donc, ça ne veut pas du tout dire qu'on ne va pas le faire, hein, loin de là. Mais ça veut dire que le curseur pour les sociétaires, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, a vraiment été mis sur le renforcement de la structure banque en tant que telle et pas sur le fait de dégager absolument du bénéfice qui permette ensuite de travailler sur la philanthropie. Donc, ce qui encore une fois, n'empêche pas de le faire, mais ce n'est pas l'orientation principale qui a été apporté par les sociétaires, sachant que je précise que jusqu'à l'an dernier, on était très content d'avoir une plateforme de financement participatif de dons qui s'appelait Zest et qui permettait, et notamment je parlais tout à l'heure des projets culturels qui ne sont pas toujours évidents à financer par du prêt, et bien ça nous avait permis d'accompagner énormément de structures qui n'avaient pas de business plan, pas de modèle économique, mais qui avaient, je sais pas, une revue, un événement, des choses comme ça, très portées sur des choses sociétales très importantes. Et pour des raisons de réglementation, on a dû fermer cette plateforme. Et c'est pour ça que nous, on s'était dit, bah voilà, il faudrait peut-être qu'on ait un dividende un peu sociétal, comme je vois que ça existe maintenant dans certaines banques. Et voilà, et c'est ça qui n'a pas été plus que ça
plébiscité par les sociétaires. Très bien, on a une question de Peter. Est-ce que vous voyez plus de banques privées développer des départements de gestion éthique pour retenir les fonds transmis lors d'un décès à des héritiers jeunes voulant gérer ces fonds avec un partenaire éthique? Alors, est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Ouais, je vais refaire, il n'y a pas de ponctuation, je fais au mieux. Est-ce que vous voyez plus de banques privées développer des départements de gestion éthique pour retenir les fonds transmis lors d'un décès à des héritiers jeunes voulant gérer ces fonds avec un partenaire éthique? Alors, la question est assez précise pour que je n'ai pas de réponse précise. Je peux parler par contre des banques privées qui donc ce côté banque de gestion privée, donc plutôt des gestions de patrimoine, souvent en général. Il y a deux types de réponses. La réponse un peu sèche, c'est quand même vraiment pas très éthique, tout ce qui se passe. La réponse un peu moins sèche, un peu plus verre à moitié plein, c'est qu'il y a de plus en plus de fonds dits ISR ou Greenfin ou Article 9, c'est des choses dont vous avez peut-être entendu parler, qui donc obligent à ce qu'il y ait une partie de l'argent qui soit investi dans des structures de l'économie sociale et solidaire. Et c'est vrai que le nombre de fonds comme cela se développe beaucoup. Donc, même si ce sont des fonds dits 90-10, donc 90-10, ça veut dire qu'un fonds est 100% solidaire à partir du moment où il a placé 10% dans du solidaire. Les 90 autres pourcents, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est quand même des fonds dits solidaires. Donc voilà, donc pour répondre à votre question, soit on est très optimiste en se disant bah, au moins il y a 10% de tout cet argent qui va sûrement un petit peu plus vers des choses solidaires, soit on est un petit peu plus pessimiste et on se dit que la grande, grande majorité de cet argent ne sert pas du tout à des causes plus éthiques. Parfait. Pour faire écho à ton développement, Brice demande: «Comment évaluez-vous les projets auxquels vous accordez des crédits? Pouvez-vous dire un mot sur votre méthodologie d'évaluation des projets?» Alors, comme je disais, il n'y a pas de scoring. Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on a une charte qui, finalement, nous oblige à poser des questions. Plutôt que de dire c'est bio ou c'est commerce équitable, je coche la case, c'est pas bio, je ne le finance pas. Et donc, la question, c'est notre charte, elle a plutôt des questions du style est-ce qu'il y a il y a eu de la réciprocité dans l'échange? Est-ce qu'il y a une bonne adéquation entre la personne qui porte le projet et le projet? Est-ce qu'il y a eu une relation de confiance qui s'est établie entre le conseiller, enfin le banquier itinérant, et le porteur de projet? Voilà, c'est plutôt ce genre de questions qu'on se pose. Et donc, c'est pour ça que j'évoquais un peu tout à l'heure aussi la subjectivité. Et c'est pour ça aussi que nos banquiers itinérants souvent s'entourent de leurs collègues dès lors qu'ils hésitent un petit peu. Parce que, comme je disais tout à l'heure, si vous avez Enercop qui vient nous voir en disant j'ai un projet d'énergie renouvelable citoyenne, on ne se pose pas vraiment la question de l'éthique, on va juste aller sur le côté du risque. Est-ce que c'est trop risqué ou pas risqué? Quand c'est Biocop qui vient nous voir en disant ben, moi j'ai un super porteur de projet qui a un super projet à cet endroit-là, c'est pareil, on va très vite. Par contre, il y a d'autres types de projets qui nous viennent, qui peuvent venir d'ailleurs, et où là, l'environnement, voilà, c'est ça, l'environnement du projet est un des éléments les plus essentiels, et c'est ce qui fait que je prends un exemple qui, pour le coup, est très concret. On a pu financer une scope au fin fond du Gard il y a quelques années, alors que c'était d'une métallerie. Donc, la plupart des sociétaires n'étaient pas contents parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on finançait de la métallerie, qu'on n'aurait pas financé à tel ou tel autre endroit. Mais là, en l'occurrence, on avait l'opportunité de sauver 15 emplois dans un bassin d'emploi totalement ravagé. Et donc, on a décidé de le faire sur cette base-là. Et donc, comme on est transparent, on diffuse ce genre de crédit. Et donc, il faut qu'on puisse assumer de dire, bah oui, c'est pas l'objet de la société n'est pas vraiment très éthique, on va dire ça comme ça. Par contre, c'est une coopérative, c'est du sauvetage d'emploi et on a décidé de le faire. Donc, on l'a fait à cet endroit-là du Gard. On ne l'aurait pas fait potentiellement quelques semaines après à 200 km d'ici. C'était l'exemple que je prenais tout à l'heure. C'est très clair, merci. Question de Julien: la nef a-t-elle des produits plus avantageux pour les structures et ou projets de l'ESS, type SCOPS, KIC, CAE, par rapport à ses autres clients? Non. L'idée pour la nef, c'est que ce qui compte avant tout, c'est la qualité du projet. Et donc, on est assez fier de pouvoir dire qu'un entrepreneur individuel ou une collectivité locale, en passant par les SCOP, les SIC, les assos, aussi bien que des SAS, peut prétendre à un crédit à la nef. Alors évidemment, je vous dis ça, on a des liens très forts avec les unions régionales des SCOP,
sur les territoires et donc qui nous amène des dossiers de SCOP et de SIC qu'on est évidemment très heureux de financer. Et le fait d'être une SCOP ou une SIC est déjà pour nous un critère très fort de financement. Donc, je dirais non pour le fait que c'est pas ça qui démarque, mais par contre, ça fait que vous avez déjà fait 90% du boulot si vous êtes une SCOP et que vous venez à la nef, quoi. Parfait. Anne demande quel est l'intérêt pour soi et pour la nef d'être sociétaire/épargne? Alors déjà, sociétaire et épargnant, c'est vraiment différent parce que épargnant, ça veut dire que vous êtes entre guillemets juste un client. Donc vous allez ouvrir par exemple votre livret ou votre compte à terme et vous allez avoir une rémunération de ce livret. Vous pouvez retirer, déposer de l'argent quand vous le souhaitez. Ça fonctionne comme un livret classique. Et cet argent, évidemment, sert à la nef. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Cette épargne nous sert directement à faire des crédits. L'idée d'être sociétaire, c'est d'aller un peu plus loin. Il y a ce côté de l'implication dans la vie coopérative, la vie démocratique, avec les exemples que je prenais tout à l'heure. C'est aussi la possibilité de s'intégrer dans des dynamiques un peu locales avec d'autres sociétaires. Et c'est aussi et surtout, d'un point de vue purement financier, comme je vous le disais, il nous faut 10 de capital pour prêter 100. Ça veut dire que même si demain on a 100 d'épargne et qu'on pourrait faire 100 de crédit, si on n'a pas les 10 de capital, on n'a pas le droit de prêter cette épargne. Donc le fait d'être sociétaire est essentiel à l'indépendance évidemment de la nef et au fait de résister aux coups durs. Ça, c'est le principe des fonds propres. Hein. Plus vous avez de fonds propres et de réserves, plus vous pouvez encaisser des pertes pendant quelques années. Mais pour une banque, c'est encore autre chose, c'est que ça lui permet de gérer et d'exercer son activité. Sans capital, on n'exerce pas notre activité de crédit. Très bien. Pierre, une question sur les statuts. Quelle est la forme juridique exacte de la nef? Vous semblez fonctionner comme une SCIC, mais, mais vous existiez avant la création des SIC. Alors, tout à fait, c'est très clair. On est une SA coopérative à capital variable. Donc, on est plutôt sur la loi de 47 et donc on est aujourd'hui une coopérative d'usagers. Parfait. Régine demande dans le contexte actuel, accompagnez-vous des structures existantes en fragilité du modèle économique engendrant des fragilités financières, prêts, conseils opérationnels ou appuis divers? Merci. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais en tout cas, on accompagne des structures dans le sens où on fait des crédits à des structures, même quand elles peuvent être potentiellement en difficulté. Ça, on le fait notamment beaucoup avec ceux qui sont déjà nos clients et nos sociétaires. C'est-à-dire que si on pense qu'il faut geler les remboursements pendant un temps, on le fait. Si on pense que peut-être remettre un crédit peut être une aide, mais on fait très attention, on le fait. Par contre, pour être peut-être un peu précis, je ne sais pas si c'était ça dans votre question, on essaye de ne pas être trop dans l'accompagnement, dans le sens je vous aide à monter votre dossier. Parce qu'on ne veut pas être jugé parti. Si vous êtes celui qui finance, il faut faire attention à ne pas être celui qui a créé, monté le business plan pour ensuite être financé. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie beaucoup sur des réseaux, et notamment qui peuvent aider des structures en situation fragile, comme France Active, par exemple, qui a des fonds territoriaux partout sur le territoire, c'est plus ça maintenant, mais dont le sigle avant était de l'exclusion à l'emploi. Et donc c'est vraiment des structures qui aident à façonner un projet pour un porteur de projet ou une porteuse de projet. Et nous, on arrive en général après cela. Et peut-être un autre point quand même pour dire qu'on fait des choses aussi dans l'accompagnement, c'est que comme ça fait 35 ans qu'on finance beaucoup la filière bio, les énergies renouvelables, le commerce équitable, l'économie circulaire, on peut se permettre aussi parfois de dire non à un porteur de projet, mais en lui donnant des éléments assez tangibles pour qu'il puisse revenir nous voir plus tard. C'est-à-dire, vous voulez monter votre magasin bio et vous pensez que vous allez faire une marge de 50% en étant au fin fond de je ne sais pas où, dans un emplacement très mauvais. Ben, on vous explique qu'il faut un emplacement très bon et que la marge, elle pourra de toute façon, nous, on voit des projets à 30% et pas à 50%. Enfin, voilà, on est capable de donner quelques billes, mais ce n'est pas de l'accompagnement en tant que tel. Voilà. Mais on est capable de donner des billes parce qu'on a une expertise sur maintenant quelques décennies sur des secteurs de l'ESS. Merci. Julien se demande, à partir des exemples et de l'implication de la nef dans les projets Terre de Liens et Enercop, imaginez-vous structurer une stratégie plus générale en faveur du financement des communs, chose que les banques traditionnelles, voire l'État, n'arrivent de fait pas à correctement financer? Alors, alors pour le coup, c'est le projet d'une vie, mais je vais répondre oui. On a, ça va pas être peut-être très précis comme réponse hein, par rapport à ce que vous attendez, mais en tout cas, dans notre philosophie,
on a une idée de fonctionner un peu en archipel. Et fonctionner en archipel, ça veut dire qu'il y a la banque qui doit être solide, qui doit être comme ça, machin. Mais autour, il faut absolument qu'il y ait des îlots de création. Et où la nef, et vous reprenez l'exemple de Terre de Liens et de Enercop, c'est très bon, c'est ces bons exemples-là, où la nef n'est que un des acteurs, mais il faut que l'autre acteur soit, par exemple, un expert ou quelque chose comme ça. Et donc, on peut préserver les communs, moi j'en suis persuadé, en ayant des acteurs qui, sur tel ou tel secteur précisément, ont envie de faire, mais ont besoin d'un soutien financier ou d'une structuration financière ou de mettre en place un outil. Et là, dans ce cas, nous, on sera derrière à 100%. Et c'est pour ça, quand je vous parlais tout à l'heure de l'habitat coopératif, inclusif, tout ça, c'est plein de termes, un peu comme la finance éthique, finance verte, tout ça. Je pense qu'on est en train pareil, d'arriver à quelque chose où on pourra vraiment être la réponse attendue par les acteurs sur ce besoin-là pour éviter de la spéculation, pour permettre plus facilement les entrées-sorties, ces choses-là, c'est des questions voilà, qui nous tiennent à cœur et qu'on fait forcément avec d'autres. Voilà. Donc, c'est pas très précis sur les communs, mais c'est vraiment quelque chose qu'on envisage et c'est un peu notre boussole, quoi. Parfait, c'est noté. Peter demande en termes de focus pour l'OP milliard, où pensez-vous qu'on devrait concentrer nos efforts? Le bon vieux 80-20. Alors, il y a à concentrer ses efforts sur plein de choses. D'abord, il y a à concentrer ses efforts pour arriver à lever 1 milliard. Donc, je ne sais pas si c'est ça votre question. Et ensuite, il y a à concentrer ses efforts pour savoir où les dépenser de la meilleure façon possible. Et ça, c'est un autre point qui est essentiel. Sur le premier point, alors désolé, ça fait très manichéen comme réponse, mais il me semble que de l'argent, il y en a et il y en a beaucoup, quoi qu'on dise. Et donc, je pense que ça ne devrait pas être compliqué, même si peut-être je m'avance un peu, d'aller chercher quelques centaines de millions auprès d'acteurs de financement en se disant qu'en fait, on est en train de vraiment faire quelque chose pour la transition et pour notre société. Donc, moi, j'y crois très fortement, et même si je pense que c'est important qu'il y ait aussi des citoyennes, qu'il y ait aussi des entreprises qui participent, mais là, il faut que des acteurs financiers, bancaires, politiques, étatiques soient bien impliqués là-dedans. Et ensuite, sur le comment bien l'affecter, là, moi, je suis pour un double discours qui soit de faire des toutes petites touches à des endroits où on a des gros besoins, et je pense notamment à tout le secteur associatif. Ça, moi, je crois très fort à ça. Il y a un vrai besoin incroyable, notamment dans le secteur social. Et je pense aussi, alors désolé de prêcher un peu pour ma paroisse, mais je pense que des acteurs comme Enercop, comme la Nef ou comme j'espère d'autres banques éthiques qui se créeraient, comme je vous le disais, on peut avoir un effet de levier très important. Et donc mettre quelques millions ou quelques dizaines de millions permet de faire quelques centaines de millions d'actions. Et voilà, et donc je pense que ça doit être un peu les deux jambes d'un même corps, ce côté d'aller sur des tout petits acteurs avec lesquels il faut avoir une logique territoriale presque de don, et d'autres acteurs un petit peu plus solides qui ont un effet de levier important. Je pense qu'on ne peut pas se passer de l'un et de l'autre. Merci, c'est très clair. On va prendre trois, quatre dernières questions, dont pour commencer celle de Pierre. Quel lien avez-vous avec des acteurs financiers tels que Goodvest ou d'autres acteurs éthiques? On en a déjà un petit peu parlé. Oui, bah en fait, concrètement, pour nous, il n'y a pas de. Enfin, c'est même pas que pour nous, hein, c'est aussi ce que dit la FEBA ou d'autres, mais pour nous, il n'y a pas vraiment d'autres banques éthiques en France. Il y a une banque de l'économie sociale, comme est le Crédit Coopératif, par exemple, mais il n'y a pas d'autres banques éthiques en France, donc on discute avec des acteurs plutôt de foncières ou de SIC ou de choses comme ça qui sont plutôt sur des secteurs ou l'ITA qui est sur la partie de l'investissement. Goodvest, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plutôt la partie assurance vie. Et, euh, et voilà, nous, on souhaite clairement créer une assurance vie solidaire. Aujourd'hui, c'est encore un peu pire que les fonds 90-10. À faire de l'assurance vie solidaire, c'est très, très dur. Enfin, avoir quelque chose de vraiment solidaire, je veux dire. Et donc voilà, donc nous, on a plutôt l'intention de créer quelque chose, mais quand on arrivera à trouver autre chose que 4% de solidaire pour 96% de pas solidaire. Et c'est pas contre Goodvest, hein, c'est d'une manière générale, même les assureurs militants, ils font pas mieux en termes d'assurance aujourd'hui et d'assurance vie notamment. On enchaîne avec Caroline, qui, pour continuer d'appuyer les initiatives citoyennes, la NEF appuie-t-elle particulièrement les projets de collectivités émanant de participation citoyenne?
il me paraît important de dissocier les politiques des politiques locales. Oui, alors, on a une action forte auprès des collectivités, ça fait quelques années maintenant. On considère que les collectivités locales, peuvent être des acteurs, et sont des acteurs principaux de l'intérêt général et donc, on a fait, je sais plus, on en est à 300 ou 4 peut-être 350 millions d'euros aujourd'hui dans les collectivités, sachant que ce qui est important pour nous, c'est de regarder à chaque fois, quelles sont quelles sont les parties du budget des collectivités qui sont vraiment dédiées à un projet culturel ou social ou écologique. Et dans ce cas-là, nous, on ne finance que cette partie-là. Et j'ajoute quand même un point très important et très intéressant, c'est que depuis maintenant 4 ans, il y a énormément de collectivités qui sont venues chercher la nef. C'est pas la nef qui est venue les chercher, ça c'est vraiment chouette. En disant, bah, en fait, nous, on doit augmenter la part de nos financements verts, de nos projets verts d'une manière générale, mais on veut maintenant que ce soit financé par des banques vertes. Et donc, on a l'exemple à Lyon où la ville de Lyon et la métropole de Lyon, c'est eux qui sont venus nous chercher. Et après, ça a fait tache d'huile. Rennes est venu nous voir en disant, ben, nous aussi, on veut du financement vert parce qu'on a un super projet de coulée verte à tel endroit. Enfin, voilà. Et ça a fait un peu tache d'huile dans le sens positif. Avant qu'on reparle un petit peu de Lyon, Frédéric nous demande si la nef qui paraît beaucoup plus outillée que l'opération milliard pour collecter 1 milliard et pour le redéployer dans l'économie verte, pourrait-elle se fixer un tel objectif? Et si oui, comment le ferait-elle? Alors, nous, on s'est un peu fixé quand même l'objectif d'augmenter le milliard qu'on a aujourd'hui, hein, pour, j'espère, atteindre 2 milliards un jour. Mais de toute façon, donc ça vient évidemment avec la collecte. Et il y a une chose très différente, c'est que la nef est une banque et donc va collecter avant tout de l'épargne. Donc l'épargne avec ce côté flux permanent. Là où sur le projet de l'opération milliard, et c'est tout à fait complémentaire, il y a vraiment cette idée d'avoir des investisseurs ou du don ou de l'investissement pour ensuite être eux-mêmes donnés ou investis. Et donc voilà, c'est pour ça que je reviens sur mon exemple de tout à l'heure. Je suis persuadé, et ça, nous, on ne peut pas le faire en tant que nef coopérative, je suis persuadé que l'opération milliard peut aller lever auprès de, je sais pas, d'acteurs comme la Banque publique d'investissement ou la Caisse des dépôts, des choses comme ça, des acteurs qui sont là pour financer l'économie française, lever des centaines de millions. Là où nous, on a notre capital, on a notre épargne, et on peut, même si la Banque des territoires nous proposait 100 millions, on ne pourrait pas les prendre parce on a besoin que chaque sociétaire ait une place importante, et donc on ne prendrait pas ça. Là où l'opération milliard peut aller chercher potentiellement ces choses-là. Donc je crois fermement et fortement qu'il ne faudra pas 35 ans comme il a fallu à la nef pour l'opération milliard lève son milliard. Ah, on t'entend plus, Pierre. Pardon. Euh, Avant-dernière question de Maël. Bravo pour ce modèle de la nef. Ne pensez-vous pas qu'en choisissant de financer des projets plus éthiques et qui doivent être moins rentables ou plus risqués en moyenne que des banques traditionnelles, cela fasse peur à des épargnants ou sociétés qui voudraient vous confier leur liquidité? C'est une vraie question que je me pose car je veux à la fois soutenir ce type d'initiative et donc confier des liquidités à la nef ou Crédit Coop, mais je crains de prendre plus de risques. Alors, c'est une excellente question. C'est pour ça que tout à l'heure, j'évoquais la crise financière de 2008, parce que c'est peut-être le moment où les banques ont le plus tangué. Et c'est pas qu'en France, hein, je parle pour toute l'Europe. Les banques éthiques étaient de loin les plus sûres. Et je peux vous le dire, puisque moi j'y étais, en début d'année 2009, nous, notre standard téléphonique, hein, à l'époque, a explosé parce qu'en fait, les gens cherchaient tout simplement sur Internet des alternatives aux banques classiques à un endroit où il pouvait y avoir une épargne un peu plus sécure. Et au final, eh bien, c'est à la nef, notamment pour nous, hein, qu'ils allaient. Et nous, notre standard a explosé, notre croissance vraiment forte a commencé à partir de ce moment-là. Donc, c'est important de se dire que on est petit, euh, mais on a les mêmes contraintes réglementaires que n'importe quelle banque et on a beaucoup plus de visibilité sur ce qu'on fait. Alors évidemment, ça veut dire qu'on met beaucoup plus en avant, de façon transparente, les risques qu'on prend. Mais une banque, elle est là pour prendre des risques et il y a beaucoup de garde-fous pour nous empêcher de faire n'importe quoi au niveau des risques. Et j'ajoute peut-être un dernier point, c'est que en tant que banque, on cotise au fonds de garantie des dépôts, le FGDR,
Et donc, vous êtes sécurisé, si vous placez votre épargne à la nef, vous êtes sécurisé jusqu'à 100 000 euros par compte et par personne, comme dans une autre banque. Parfait. Ben, on termine par une question de permaculture urbaine. Avez-vous des approches particulières par rapport aux monnaies locales? 1 € investi pour 1 € de la nef. Est-ce qu'un apport de liquidité en monnaie locale dans les alternatives vont déstabiliser ces dernières? Alors, on est proche des monnaies locales, oui. On est partenaire avec des MLCC et le mouvement Sol qui regroupe les monnaies locales. Et dans la convention qu'on a, effectivement, c'est 1 € investi, 1 € en monnaie locale égale 2 € investis par la nef. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir justement financer localement en appui de ces monnaies locales. Voilà. Donc, je sais que la situation des monnaies locales est très variable en fonction des territoires. Elles ne sont pas toutes en pleine forme, et il y en a d'autres qui sont en pleine expansion. Mais nous, en tout cas, on voit pas ça comme un danger. Par contre, on se dit juste c'est une dynamique commerçant, citoyen, ancrage territorial qui est très bonne, très, très forte. Et donc, quand on peut l'appuyer, on l'appuie. Et donc, on gère pas mal de livrets de monnaie locale dans nos comptes à nous et on essaye de faire x2 en financement sur les territoires de ces monnaies locales. Donc, on les appuie, ça fait partie de l'écosystème. Ben, un grand merci Yvan, un grand merci à toutes et à tous pour vos questions, c'était vraiment passionnant. Vous étiez assez inspirés, donc on a hâte de vous recevoir pour la prochaine masterclass qui aura lieu le mercredi 22 janvier. Ils vont parler des 6 000 milliards d'épargne, donc on aura cette question qui sera au cœur des échanges avec Patrick Sapie, le directeur général de FAIR. Et donc, je ne pose pas la question à Yvan de savoir où il sera demain, mais il y aura aussi donc, une présentation qui sera faite de l'opération Milliard du Grand Recueil du Récit aux petites cantines de Lyon. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes dans le coin. En tout cas, c'était encore une bonne masterclass. Donc, je vous dis à la prochaine fois et merci beaucoup pour votre participation. Merci Yvan. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous, au revoir à toutes.